On appelle Sea Power la maîtrise des mers et la puissance maritime d'un État. La maîtrise des mers et des océans est aujourd'hui un élément d'affirmation de la puissance des États. Historiquement, les mers et océans ont depuis longtemps une importance stratégique, le commerce, la guerre, et leur maîtrise est un facteur de puissance, comme le Mare Nostrum dans l'Empire romain. De nombreux conflits se sont déroulés dans les espaces maritimes, et leur issue a pu basculer grâce à la maîtrise des mers. Les débarquements en Europe en 1943 et 1944 par exemple. La guerre froide s'est également jouée sur les mers. La maîtrise des mers et l'importance de la puissance maritime ou sea power constituent donc d'anciennes questions. Grand 1. Les mers et les océans sont des espaces stratégiques de la dissuasion nucléaire. Depuis Hiroshima et Nagasaki, la doctrine centrale des armes nucléaires est celle de la dissuasion. Les forces navales participent à la dissuasion nucléaire en garantissant, en tout temps et en tout lieu, une capacité de frappe. En effet, la puissance de frappe nucléaire embarquée à bord des sous-marins est dissuasive, car elle est très destructrice. La dimension océanique de la dissuasion nucléaire dispose de deux atouts majeurs qui la rendent indispensable à toute puissance nucléaire. D'abord, elle constitue une force de frappe massive, furtive, qui permet de créer un effet de surprise dans une éventuelle attaque. Deuxièmement, elle permet d'atteindre très rapidement n'importe quelle cible sur un territoire adverse, même à de très grandes distances. Pour cela, les États doivent disposer des sous-marins lanceurs d'engins, SNLE, qui permettent d'atteindre 95% des espaces urbanisés de la planète. Les puissances dotées de ces sous-marins sont les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Chine et l'Inde. Le Pakistan et la Corée du Nord veulent se doter de ces équipements également. Grand 2, les espaces maritimes en jeu pour la capacité de projection d'une puissance dans le monde. La force de projection d'un État est sa capacité à déployer son arsenal militaire au-delà de ses frontières. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ce sont les porte-avions qui sont au centre de la stratégie de projection des armées et des grandes puissances. Ces bâtiments permettent d'intervenir rapidement à partir des espaces maritimes, donnant un avantage certain aux États en termes de hard power. Positionné dans les eaux internationales sans nécessiter l'autorisation diplomatique, le porte-avions est plus souple d'utilisation qu'une base terrestre dans un pays allié. Il peut également être positionné à proximité de la zone d'opération, ce qui réduit les délais d'intervention. D'autres navires, comme les porte-hélicoptères ou les frégates, permettent également de se projeter sur des théâtres d'opération lointains. Alors, seule une poignée de pays possèdent de porte-avions opérationnels, ce qui montre bien la hiérarchie des puissances militaires. Avec 11 porte-avions de dernière génération, les États-Unis dominent largement et sont en capacité de se projeter partout dans le monde. La Chine s'équipe pour s'imposer dans le Pacifique avec 2 porte-avions actuellement. La France dispose d'un seul porte-avions en service, le Charles de Gaulle, mais il est régulièrement indisponible en réparation ou en maintenance, ce qui limite la capacité d'action française. Et un projet de second porte-avions est à l'étude avec l'enjeu pour la France de conserver son statut de puissance mondiale. Alors, troisième partie, le contrôle de l'accès à la mer, source de rivalité entre puissances. L'économie mondialisée dépend largement des espaces maritimes, 90% des échanges mondiaux de marchandises et 99% des flux d'informations, grâce aux câbles sous-marins. Les ressources halieutiques, de la pêche, et les gisements offshore, c'est-à-dire au-delà du rivage, notamment d'hydrocarbures, représentent un enjeu majeur. L'enjeu pour les puissances est donc double. Il faut accéder aux espaces maritimes pour les exploiter et assurer la liberté et la sécurité de la navigation pour sécuriser les approvisionnements. Chaque État côtier dispose d'une zone économique exclusive, ZEE, dans laquelle il peut exploiter les ressources. Cependant, le tracé de ces zones peut créer des conflits, comme en mer de Chine méridionale ou dans l'océan Arctique. L'Arctique est un exemple concret de ces enjeux géopolitiques liés aux espaces maritimes. Le réchauffement climatique offre de nouvelles possibilités de circulation et d'exploitation des ressources. Il attire
ainsi toutes les convoitises et suscite les rivalités. En 2007, la Russie a planté son drapeau au fond de l'océan Arctique, sous le pôle Nord géographique, bien au-delà de sa ZEE. Depuis, la Russie développe la navigation arctique en parallèle avec un programme d'installation militaire pour contrôler la route maritime du Nord. Tout cela entre dans la stratégie du pays de s'affirmer comme une grande puissance de l'Arctique dans une logique de concurrence avec les États-Unis et l'Union européenne. En plus du contrôle des ZEE, existe l'enjeu majeur de la liberté et la sécurité de la circulation sur les mers et les océans. En effet, les grandes puissances sont toutes plus ou moins dépendantes des flux mondiaux en termes d'approvisionnement et d'exportation. Et elles mettent leur capacité militaire au service de cette sécurité. Cela se traduit concrètement par des patrouilles maritimes dans les passages stratégiques majeurs, par exemple les canaux à Suez ou à Panama, ou les détroits. Cela va se traduire par des bases permanentes permettant une intervention rapide, à Djibouti pour le canal de Suez, à Dubaï ou Abu Dhabi pour le contrôle du détroit d'Ormuz. Les puissances peuvent également intervenir directement contre la piraterie maritime qui peut menacer les flux de marchandises, comme cela a été le cas au large de la Somalie, avec la mission Atalante, initiée par la France avec d'autres pays de l'Union européenne depuis 2008. En conclusion, vous avez la carte, de l'opération Atalante. En conclusion, les mers et les océans sont des espaces d'affirmation, de puissance et de recomposition des équilibres géopolitiques. Le contrôle et l'appropriation des espaces maritimes accompagnent l'affirmation de la souveraineté des États. Pour conclure plus globalement sur l'axe 1, on peut dire que l'espace et les océans ont acquis une dimension géopolitique majeure. On assiste à une véritable volonté d'appropriation de l'espace de plus en plus forte de la part des États, des puissances établies ou émergentes, mais aussi d'acteurs privés. De plus, la militarisation des océans traduit la volonté des grandes puissances de se les approprier, tant les enjeux océaniques sont devenus majeurs. Si ces, entre guillemets, nouvelles frontières génèrent des tensions de plus en plus marquées, l'affirmation en termes de droit international du caractère collectif des abysses et de l'espace pourrait, si elle était unanimement acceptée, produire une coopération diplomatique et technologique inédite. Ce sera l'objet de l'axe 2.